Bonjour Solange Domic, on est très heureux de vous recevoir pour ce premier épisode de Sous la robe. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Je suis Solange Doumic, je suis avocate depuis 1994. Vous êtes très connue du grand public, en réalité pour un fait un peu particulier dont on va reparler juste après. Vous avez conduit à ce que Guy Georges avoue un acte qu'il a commis en audience. Vous étiez à l'époque avocat de partie civile. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur ce moment et nous dire surtout si pour vous c'est le rôle de l'avocat que de faire avouer quelqu'un en audience? Vous voulez que je vous raconte comment j'ai fait avouer Guy Georges? Ouais. Guy Georges avait reconnu les faits une première fois en garde à vue, mais après, il était resté silencieux tout le temps de l'instruction, et à l'arrivée de son procès, il niait tout. Et cette négation était extrêmement lourde à vivre pour toutes les familles de victimes. D'abord parce que c'était comme nier la réalité de ce qui s'était passé, et ensuite parce qu'il y avait toujours le risque, on ne sait jamais, d'un acquittement. Qui Georges expliquait que c'était pas lui, qu'il allait expliquer pourquoi on l'accusait à tort, on ne savait pas ce qu'il allait dire, il n'y avait pas son ADN sur toutes les scènes de crime, loin de là. Il disait qu'il avait été manipulé pendant la garde à vue, et ça nous faisait peur. Vous aviez prévu de le faire? J'avais pas prévu de le faire avouer, non. En revanche, j'avais espéré qu'il avoue. Et j'avais souhaité qu'il avoue du plus profond de moi parce que c'était franchement insupportable. Or, il y avait un expert en découpe de vêtements qui expliquait que les vêtements avaient été tranchés sur les victimes par quelqu'un qui tenait le couteau par la main gauche. D'accord. Et Guy Georges expliquait que c'était pas possible parce que lui était droitier et uniquement droitier. Ok. Donc ça pouvait pas être lui. Or, j'ai vu à l'audience qu'effectivement, il utilisait parfois sa main gauche et parfois sa main droite. Je savais aussi que quand quelqu'un est accusé sur quelque chose de faux, il peut se cristalliser dans une position de déni en disant puisque on pourrait m'accuser alors que ce n'est pas moi, ce ne serait pas moi, sur un élément faux, ben du coup en gros je suis innocent puisque la preuve qu'on a contre moi n'est pas la bonne. Et visiblement Guy Georges était là-dedans. Il finissait par presque s'auto-persuader que c'était pas lui puisque lui était droitier et que le Il meurtrier, croyait en son propre l'assassin, argument. oui c'est ça, il Ok. finissait par se duper lui-même. Et je lui fais donc remarquer en fin d'audience, au bout de la fin de la première semaine, un vendredi soir, quand enfin les choses s'apaisent un peu, qu'on sent que le week-end arrive, que tout le monde vit l'espoir du box en fait, où on va retourner comme les chevaux à l'écurie. Je lui fais remarquer qu'il dit qu'il est droitier, mais qu'en fait, il fait défiler les photos avec la main gauche et il bouge le micro avec la main gauche. Et Et là, là, Guy Georges vacille. Et pour expliquer qu'il est droitier, il me mime son geste. Il dit oui d'accord, les photos c'est comme ça, mais sinon, et il lève son poing. Et je lui dis oui Guy Georges, donc quand vous frappez c'est avec la main droite. Il dit oui, il abaisse son poing, il mime son acte. Et je lui dis donc quand vous tenez un couteau c'est avec la main droite. Et il répond oui, parce qu'il est dans le geste. En fait il le revit lui-même. Par mes questions il s'est replongé dans le moment où il assassinait. Et quand il mime ça, en même temps qu'il le mime, il change complètement de visage. Depuis le début du procès, on avait un homme affable qui répondait bien aux questions. Et là, on a vraiment le visage de l'assassin. Ses yeux qui se plissent, ses joues qui se durcissent. la réalité revient d'une certaine manière. La réalité revient, mais au galop. Et c'est terrifiant. Et il mime son geste. En même temps qu'il le mime, il se rend compte qu'il le mime. Il s'assied extrêmement violemment. Et puis il a répondu à cette question. Oui, quand je tiens un couteau, c'est avec la main droite. Et alors? Donc c'est énorme. Donc il y a un petit flottement dans l'audience, un témoin qui vient pour autre chose, tout le monde reste là-dessus, et son avocate cherche à le récupérer, parce que jusque-là, il avait été extrêmement malin. Quand on le confrontait à son casier, etc., il disait oui, mais je suis pas un ange. Bon. Donc son avocate se lève et lui dit mais Guy Georges, qu'est-ce que vous avez voulu dire tout à l'heure sur les questions de la partie civile? Bon. Et on pense tous qu'il va se rattraper aux branches, qu'il va redevenir affable et qui va nous expliquer que ben oui, il n'est pas un ange dans les bagarres de rue, le couteau, il vient par la main droite. Eh ben pas du tout. Il est tellement dans son acte qu'il est hors de lui. Il se lève, il hurle, il m'insulte.
en disant Ah oui. c'est elle m'a eu, elle m'a piégé. Il montre du doigt, il s'assied dans le box en me menaçant du regard avec une violence inouïe. Et il hurle aussi pour elle, c'est un jeu. Ce qui fait que l'ambiance est telle que autour de moi, les gens s'écartent parce qu'on voit vraiment qu'il me menace, que son avocate s'écroule à côté de Oui, lui. elle sent que C'est parce qu'elle sent que c'est fini, c'est qu'il n'a fini, ouais. pas. Et donc lui reste là, silencieux, menaçant, et que le président est forcé de suspendre l'audience jusqu'au lundi. Et ça s'est arrêté là. Donc, à ce moment-là, il a avoué, il a mimé son geste, le président suspend l'audience pour d'abord une demi-heure, mais quand Guy Georges revient, il est uniquement dans l'insulte, il dit qu'il pisse sur la justice, il dit que... Lui, il sait voilà, que il sait que c'est fini. tout le monde sait que c'est fini, les jurés ont noté, il a vraiment mimé son geste. En fait, il a avoué avec son corps, qui a été plus fort que ses mots. Et il a Ça l'a montré, dépassé d'une certaine manière. ça l'a complètement dépassé. Il tenait le couteau quand on a tous vu son geste avec le couteau qui s'abat sur la pauvre victime. C'était effrayant. Et vous, en tant qu'avocate, votre rapport à la vérité, vous diriez qu'il est comment? Comment vous concevez la vérité? Je déteste le mensonge. D'accord. Alors je cherche à chasser le mensonge vraiment de tous les coins de ma vie. Et Donc pour vous, un avocat ne ment pas. non, un avocat ne ment pas. En revanche, on ne doit pas forcément tout dire. On n'est pas là pour rechercher nous-mêmes la vérité. On est là pour défendre notre client, pour l'épauler, pour l'accompagner, pour traduire ce qu'il vit, pour l'expliquer. On est là pour contraindre la justice à ouvrir les yeux sur la réalité d'une situation et non pas sur un fait acquis trop simple que forcément l'homme est coupable de s'être trouvé là au mauvais moment ou voilà, que le mauvais geste a été fait d'une mauvaise manière. Bon. On est là pour aider. On n'est pas là, nous, pour chercher la vérité. En revanche, je déteste ce mensonge. Hervé Temim a dit « Mon métier, en un mot, c'est défendre ». Est-ce que c'est comme ça que vous vivez, vous aussi, votre métier? Ah oui, C'est vrai? Hervé avait raison. La seule chose pour laquelle on est faite, c'est défendre et c'est la plus belle chose du monde. Comment vous êtes rendu compte de ce que ça voulait dire pour vous, défendre dans votre carrière? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a fait que vous avez compris vraiment ce que ça voulait dire? Un jour, je défendais un Algérien en situation irrégulière qui était accusé d'avoir assassiné un homme pour pouvoir le cambrioler. Et l'affaire, c'était pas ça du tout. Mais il avait quand même tué quelqu'un. C'était un client pour lequel j'avais vraiment beaucoup d'affection et on avait énormément travaillé ensemble. Pendant combien de mois? Pendant combien de mois vous travaillez comme ça? Parce qu'on se rend peut-être pas compte. L'instruction avait duré presque 3 ans, entre le temps d'instruction et puis le temps d'attente de l'audiencement. Donc ça faisait 3 ans que je le connaissais, au moment où il a comparu aux assises. Et pendant la suspension qui précède le moment où on va plaider, juste après les réquisitions, j'étais dans le fond de la salle en train de me concentrer sur mes notes, sur ma plaidoirie, sur ce que j'allais dire. Et tout d'un coup, j'ai levé les yeux parce que mon père était venu assister à l'audience. Il était venu assister à ma plaidoirie parce qu'il savait que c'était un dossier qui me tenait particulièrement à cœur. Et il m'avait demandé s'il pouvait aller parler à mon client et j'avais dit bien sûr. Et tout d'un coup, en levant les yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois mon père qui tenait dans ses mains la main de mon client et les deux qui se parlaient. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mon client était penché vers mon père et les deux échangeaient. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mon père serre la main de quelqu'un qui a étranglé. Et au Mais moment c'est où une rencontre de sphères qui sont a priori pas les mêmes. L'intime d'un côté, votre vie professionnelle de l'autre. c'est ça. Et des sphères qui ne sont pas les mêmes non plus pour les parcours. Bien sûr. Et au moment où j'ai vu ce geste, je me suis tout d'un coup rendu compte que moi, ces mains, je les avais serrées mais sans cesse depuis 3 ans. J'avais vu mon client un nombre
incalculable de fois. Et, je sais pas, je crois que à ce moment-là, je me suis rendu compte de la beauté qu'il y avait à défendre. Voilà, quel que soit le parcours de l'homme qu'on défend. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne avocate? Une bonne avocate, c'est comme un bon avocat. C'est quelqu'un de courageux. Et une grande avocate? Qu'est-ce qui fait d'une bonne avocate une grande avocate? Eh bien, beaucoup de courage. C'est quand même... l'avocature, ça peut être perçu comme un monde d'hommes, ça l'est de moins en moins, mais ça a pu l'être dans l'imaginaire collectif. Est-ce que vous avez eu tôt dans votre carrière des modèles, que ce soit des hommes ou des femmes, qui vous ont porté? Oui. Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui est à mon avis le plus grand avocat du XXe siècle, parce qu'il a réussi à faire plier le pouvoir politique, et que quand le politique s'incline devant le judiciaire grâce à un avocat, voilà. Madame Petit, qui a été la première à prêter serment, et qui C'était en nous a quelle ouvert année? 1903, je crois. Et voilà, ça c'est des femmes, c'est une femme extraordinaire qui a eu un courage fou. Qui a été la première des premières des premières. Qu'est-ce que vous ne ferez jamais en tant qu'avocate? Chercher volontairement à nuire à quelqu'un. Pour vous, c'est ça le plus grave, c'est de nuire volontairement? Ou est-ce Je que crois c'est une que limite importante? Ou est-ce qu'il y a quelque chose où vous avez eu peur de dépasser cette ligne et vous avez su vous retenir? Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous voulez dire il faut tout faire quand on défend, sauf ça? Est-ce que c'est dans cette autre Quand on idée-là? défend, on ne doit pas tout faire. Défendre, c'est défendre loyalement, c'est défendre avec autant de force et de courage qu'on peut, c'est de ne jamais reculer devant l'adversité. Donc voilà, il y a plein de choses à ne pas faire. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas tricher, il ne faut pas être fourbe, voilà, il faut se donner. Tout ça, c'est essentiel. Donc il y a beaucoup de choses à ne pas À ne pas faire. Et faut pas qu'est-ce que trahir. vous vous dites, ça je le dois toujours à mon client, ça je dois toujours le faire? La vérité de ce qu'on pense. Avoir le courage aussi de dire à son client: «Non, là, c'est pas bon, là, c'est dangereux, contrairement à ce que vous croyez, ces pièces-là, ces déclarations-là ne sont pas bonnes». Ne pas faire croire que: «Mais oui, tout va bien aller, tout», voilà, C'est rester honnête. ah oui, c'est très important. Il y a des clients qui sont pas du tout contents si on leur dit que, leur dossier est fragile ou que ce qu'ils croient ne tient pas. Mais il faut leur dire. Vous avez été, et vous êtes avocat à la fois, de partie civile, vous êtes aussi, du côté de la défense. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un avocat? Ça dépend des affaires. Il y a des dossiers, alors on est presque toujours beaucoup plus seul en défense que quand on est partie civile, parce que quand on est partie civile, on est normalement appuyé par l'accusation. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai un souvenir notamment d'être partie civile aux assises, extrêmement douloureux avec tout le monde contre moi qui était pourtant partie civile, hein. Donc voilà, c'est pas toujours le cas, mais généralement, on est beaucoup plus seul en défense. En revanche, la difficulté de la partie civile, c'est la finesse de sa position. On ne doit pas être dans l'accusation. On est là pour défendre. Un avocat défend toujours. Donc un avocat Ce que de vous voulez partie dire, civile, c'est, vous n'allez pas dire, parce que ça fait écho un peu à ce que, on évoquait en début d'émission, mais du coup, vous n'allez pas, plaider le fait que quelqu'un soit condamné, qu'il ait une peine, c'est ça que vous voulez dire? Même en tant qu'avocat de partie civile? en avocat, c'est ça. En tant qu'avocat de partie civile, on est là pour défendre nos clients, c'est-à-dire défendre ce qu'ils ont vécu, défendre leurs souffrances, défendre leurs difficultés. On n'est pas là pour accuser, demander une peine, rappeler un casier judiciaire. Ça, c'est une autre question. En défense, ce qui est magnifique, c'est qu'on se lève seul face à tous et que, voilà, là, c'est toute la grandeur de l'avocat. Je vous posais la question, tout à l'heure, mais en préparant l'émission, mais je vous demandais si vous aviez déjà eu peur, et vous m'aviez plutôt répondu non. Vous parliez de courage aussi.
Est-ce que, ça fait partie de vous? Est-ce que ça a toujours fait partie de vous ça, le courage? Je ne sais pas, j'espère. Ce que je sais, c'est que alors, pas peur, j'ai jamais eu peur de mes clients, j'ai jamais eu mais en revanche, j'ai très peur avant de plaider, par exemple. D'accord. C'est une autre, j'ai pas peur du combat, mais j'ai quand même peur avant de rentrer dans l'arène. Votre plus grande victoire, c'est quoi aujourd'hui? C'est difficile. C'est très difficile, hein. Il y en a peut-être pas encore Alors, une, hein, mais je trouve que j'ai eu une très belle décision, en appel dans l'affaire dite des suicides de France Télécom, où j'ai obtenu la relaxe du DRH Group. c'était important pour vous cette, C'était très victoire? important parce qu'il y avait eu l'instruction, le parquet contre nous, le jugement de première instance de condamnation, le parquet contre nous en appel, les parties civiles extrêmement nombreuses et surtout l'air du temps, le courant médiatique extrêmement fort qui voulait la condamnation de mon client. Et Vous étiez voilà, très seule, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, vous oui, avez été en défense et très seule. et nous avons réussi à nous faire entendre et les magistrats ont rendu une décision très juste, mais en ayant eu cette capacité d'écoute. Voilà, donc ça c'était Et votre plus grand regret? avoir été trop loin dans l'appel, avoir fait appel de décision parce que je les trouvais injustes et en fait avoir aidé mon client ou encouragé. J'ai jamais fait appel évidemment seul, enfin, mais voilà, encourager mon client dans la voie de l'appel alors qu'en fait en appel ça a été plus lourd qu'en première instance. Ça, vous le portez sur vos épaules, ce genre de Ah oui, et puis décision? ça on y pense très longtemps après. Évidemment, au moment où on encourage le client dans cette voie, eh bien on est sûr que ça va mieux marcher. Donc ça c'est très lourd. Vous parliez de la plaidoirie tout à l'heure et du fait que vous étiez, encore, stressée avant vos audiences. Georges Cageman, disait, heu: «Si on est prisonnier d'un texte rédigé, on cesse d'être éloquent». Hem, est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment on fait pour bien plaider? Alors d'abord, Georges Cageman parlait de l'éloquence judiciaire, parce qu'il y a des éloquences différentes, où à mon avis, au contraire, il faut être pris dans son texte, parce qu'il faut... Pour la plaidoirie, bien sûr, si on s'enferme dans quelque chose et qu'on voit dans le regard des juges que ça marche pas du tout et qu'on n'est pas capable de bouger, là ça ne va pas. Il faut être libre. Mais un avocat, par essence, doit être libre du début jusqu'à la fin de son exercice professionnel, à chaque seconde. Donc il doit être libre aussi quand il plaide. En revanche, une plaidoirie, ça se prépare beaucoup. Ça se Vous prépare passez combien de temps à peu près? à préparer une plaidoirie, Ouais. mais en fait, on la prépare depuis qu'on connaît le client, donc ça peut durer 7 ans, le temps de l'instruction, 10 ans parfois. Mais vraiment, on la prépare de plus en plus au fur et à mesure du procès, puis on l'adapte en fonction des arguments qui viennent, puis on l'adapte en fonction des réquisitions, on l'adapte dans la nuit qui précède la plaidoirie, et après on l'adapte en plaidant en fonction du regard des juges. Donc Il faut que les juges nous c'est un regardent. travail mouvant, vous voilà, qui dure, des mois. Est-ce que vous avez, ouais, un petit tic avant l'audience, quelque chose que vous faites pour vous rassurer, des tocs, des tics? J'ai besoin d'être seule. D'accord. Avant de plaider, j'ai besoin d'être seule un certain temps dans ma bulle. Donc là, il ne faut pas qu'on me dérange, sinon je suis extrêmement désagréable. Mais, et parfois, j'ai besoin d'avoir quelqu'un, un proche du cabinet, par exemple, qui a travaillé avec moi le dossier, mon associé, ou qui est juste là pour que je puisse lui poser une question. Et si je dis ça, et puis voilà. Mais sinon, je suis dans ma bulle. Voilà. En vous écoutant, j'ai presque l'image comme ça qu'on voit des boxeurs avant de rentrer dans le ring, quelque chose de très concentré comme ça, C'est ça, c'est exactement ça. avant de se lancer. Vous disiez, «J'ai besoin de silence». J'imagine que du coup, vous éteignez votre téléphone ou pas? En fait, Ah oui. ouais. Là, ça fait quelques minutes qu'on discute, vous n'avez pas votre téléphone, avec vous dans vos mains. On est tous un peu accros aujourd'hui. Est-ce que vous, ça va là-dessus? Ça va assez mal parce que je le déteste, mon téléphone. D'accord. Et Pourquoi? que en même temps, je supporte pas de le perdre, je passe mon temps à le chercher. Donc franchement, si on avait pu ne jamais inventer les téléphones portables, moi je trouve que ça aurait été génial, mais bon, c'est fait, c'est fait.
Vous êtes accro comme tout le monde, quoi. Et Rien de... oui, parce que c'est par là qu'on me joint, j'ai besoin de savoir que je peux être jointe. Mais il est souvent loin de moi, il est souvent sur vibreur. C'est pas votre ami, quoi. Non, parce que le problème du téléphone, c'est que ça coupe, je trouve, à la fois la création, le rêve et les relations entre les gens. C'est insupportable cette manière qu'on a de s'envoyer plein de SMS sans décrocher son téléphone pour entendre la voix de l'autre. Ça prend 3 secondes quand même en fait, et ça dérange moins en réalité que de s'envoyer 15 SMS dans la minute. C'est vrai que pour un avocat, en plus, enfin, on se dit en vous écoutant forcément, la voix, vous savez que ça compte et vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Il y a un autre objet dont je voudrais parler avec vous, c'est votre robe, elle est derrière vous. Vous avez accepté de l'amener. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour vous? Ma robe, c'est très important pour moi. Ouais. C'est à la fois mon armure et mon panache. Euh, Ma robe, c'est voilà, c'est le fait que je deviens vraiment avocate quand je la mets. Je suis plus que moi. Je suis là pour quelqu'un d'autre. Je suis dans une enceinte judiciaire. Je parle à des magistrats et je parle pas en tant que moi-même. Je parle parce que je défends. On sent presque de l'émotion quand vous en parlez. Est-ce que c'est votre première robe? Non, c'est ma deuxième. C'est votre deuxième robe. Vous l'avez eu quand vous avez prêté serment, c'est l'une des premières choses. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir de ce moment-là où c'est loin et maintenant vous avez l'habitude? Ah non, non, je me rappelle très bien. La première, quand on va choisir sa robe, j'étais chez Bosque, boulevard du Palais, en face de ce qui est aujourd'hui la cour d'appel. Et la boutique est magnifique. Et à l'époque, on pouvait choisir entre plusieurs tissus. Et j'ai préféré un noir vraiment noir plutôt qu'un noir avec une once de gris parce que je trouvais que c'était plus gai le noir vraiment noir. Vous avez quand même eu un petit choix, donc elles sont pas complètement identiques. Ah non, elles sont toutes sur mesure. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune avocat qui démarre dans le monde d'aujourd'hui? De douter. Douter? Douter. Il faut qu'on doute. On a un métier magnifique parce que jusqu'au bout, nous progressons. Nous apprenons de nos confrères, de nos clients, des magistrats, de nos erreurs. Et donc, il faut douter. On n'est jamais sûr de rien. C'est un peu loin de l'image de l'avocat sûr de soi qu'on peut avoir parfois. Vous, ouais, le doute. Moi, je trouve que c'est le doute qui nous construit, qui nous fait avancer. Le doute et le courage. Il faut avoir le courage de le dépasser, ce doute. Mais il faut douter. On n'est sûr de rien. On voulait vous demander de nous expliquer un texte, un principe de droit. Profiter de ce moment-là pour prendre un petit peu de votre savoir et que vous nous expliquiez ce monde un peu compliqué du droit et de la loi. Est-ce que vous pouvez, comme ça, en quelques mots, nous expliquer un texte, un principe qui compte pour vous? Pour moi, aujourd'hui, le principe le plus essentiel, c'est le secret professionnel de l'avocat. Le secret professionnel, c'est le fait que nous ne devons pas, nous avons l'interdiction de révéler ce qui nous est dit par nos clients, quelle qu'en soit la forme, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Le secret professionnel, c'est quelque chose qui est inviolable. Le client lui-même ne peut pas dire « oui, je vous l'ai dit, mais vous avez le droit de le raconter ». C'est pas possible. Donc, c'est l'assurance dans une société que nous pouvons avoir une vraie défense, qu'il reste une possibilité de tout dire et d'être vraiment pris entièrement comme on est. Et donc, je trouve qu'il ne faut surtout jamais y porter atteinte. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de le faire respecter. Par exemple, dans les dossiers sensibles, on ne peut pas parler avec nos clients par téléphone parce qu'ils sont sur écoute, mais que l'écoute n'est pas coupée quand c'est l'avocat qu'ils appellent. Ce qui en soi est inadmissible. On peut même retrouver dans des dossiers pénaux des écoutes de l'avocat. Ce n'est pas l'avocat sur écoute, mais c'est le client qui a été mis sur écoute. Et du coup, on a les deux. Il faut qu'on fasse une requête afin de nullité pour faire supprimer ces passages. C'est inadmissible. On sent que ce sujet est compliqué, le sujet du secret, mais on voit bien que dans la société actuelle, il est peut-être de moins en moins compris d'une manière assez générale. Je ne sais pas si les gens sont aussi enclins à faire attention à leur secret, à leur vie privée. Il y a une remise en question un peu générale. Le secret, c'est comme l'intimité. Vous n'avez rien à cacher, et pourtant, quand vous sortez dans la rue, vous êtes habillé. C'est Eh les bien, vêtements, quoi. Le secret, c'est pareil. Et on ne peut pas avoir un avocat si on ne peut pas tout lui confier, sans risque qu'il appelle après le procureur pour dire, au risque que lui-même serait mis en prison sinon, « Ah ben, je viens d'apprendre que
Mon client que vous soupçonnez de vol, en fait, a commis un abus de bien social. Non, mais c'est martien comme histoire. Ce que vous dites d'une certaine manière, c'est que sans secret, il n'y a pas de défense, sans défense, il n'y a pas de justice. Oui, Voilà, il y a quelque chose de et ce fondement de la démocratie même presque. c'est ça, sans secret, il n'y a pas de démocratie. Le secret professionnel de l'avocat, c'est la garantie d'un état de droit. Quand il n'y a plus de secret professionnel, on est dans un régime totalitaire. On entend de plus en plus que les relations entre avocats et magistrats sont difficiles. Hervé Temim disait même que les relations entre avocats et magistrats ont toujours été mauvaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il est naturel que ce soit des relations qui soient épineuses. On est les uns en face des autres, les magistrats jugent nos clients, nous sommes toujours persuadés que nous avons raison, et les magistrats parfois nous donnent tort. Alors, évidemment, ça part mal, mais après, les relations peuvent être plus ou moins bonnes. Il y a des magistrats que je respecte beaucoup. Il y a des magistrats qui respectent beaucoup certains avocats. Et puis, ça dépend des personnes, et je pense qu'il est très important d'avoir des relations de respect mutuel et d'avoir des relations où on se parle, où on se comprend, où on comprend les difficultés de chacun. Donc vous diriez, c'est pas toujours génial, mais ça va. Je dirais ça dépend. Vous diriez ça dépend. Plus généralement, l'état de la justice inquiète, pour le coup, un peu tout le monde, certains avocats, certains magistrats, certains greffiers, les justiciables eux-mêmes se plaignent de la justice, surtout en disant qu'elle est éventuellement trop lente. Euh, Où sont les solutions selon vous? Je ne sais pas. Vous savez pas? Non, je ne sais pas. Je pense qu'il faut que chacun fasse le mieux possible son travail, avec le plus de cœur et avec le plus d'espérance. Je crois qu'il ne faut pas se désespérer. Ça, c'est déjà une... Si ce n'est pas une solution, en tout cas, c'est... Voilà. Et on trouvera des choses pour que ça marche mieux. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui, Solange Doumic? La lâcheté et la détention inutile. Ça vous arrive souvent d'être confronté à de la détention inutile, comme vous dites? Trop souvent. Trop souvent. Georges Kejman disait « Il vaut mieux être un avocat brillant qu'un ministre bien modeste ». Je me permets de dire que vous êtes une avocate brillante. Est-ce que ça vous tenterait un jour de devenir une ministre même modeste? Et pourquoi modeste? En tout cas, Garde des Sceaux, forcément, c'est magnifique. C'est passionnant. Seulement, en ce moment, j'ai des très, très beaux dossiers avec des clients que j'aime beaucoup. Et si je devenais garde des Sceaux, il faudrait que je les laisse tomber. Alors, non, en tout cas, pas avant d'avoir fini ces affaires-là. d'accord, ce sont vos clients qui vous tiennent et c'est pour eux que vous travaillez, donc c'est Mm. d'abord à eux que vous pensez. Mais j'entends quand même que vous trouvez que c'est un métier formidable quand même, une expérience sûrement Ah, extraordinaire. c'est forcément... Là, si on peut faire quelque chose pour la justice, je pense que c'est... Voilà. Là, on peut. Là, on a les moyens. Question courte, réponse courte, Solange Doumic. Convaincre ou gagner? Gagner. Combat ou empathie? Combat. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Le poids de certains dossiers. Votre film préféré? Forrest Gump. Le dernier livre que vous avez lu? En Syrie, de Joseph Kessel. Et enfin, un mot que vous voudriez dire à un confrère? Je crois qu'il va se reconnaître. Ce serait quand même sympa d'accepter le renvoi la semaine prochaine. Merci beaucoup, Solange Doumic. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour finir cet entretien? De relax dans les mois qui viennent. Ah ben, je vous le souhaite. De relax dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous.